Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de notre série sur l'histoire des peuples du monde. Après les Romains et les Français, on va maintenant s'intéresser aux Maghrébins. On va notamment chercher à déterminer quel est le poids de l'héritage berbère et de l'héritage arabe. Pour ça, on va retracer toute l'histoire du Maghreb en se focalisant sur les aspects génétiques, linguistiques et culturels. C'est parti. L'histoire des peuples du Maghreb commence vers 14 000 avant Jésus-Christ, lorsque la dernière glaciation s'achève. À cette époque, le Sahara est encore un désert et la population d'Afrique du Nord se cantonne dans deux endroits. Sur la côte nord-ouest, qui est un peu plus arrosée, et dans la vallée du Nil. Celle-ci est habitée par des populations qui portent un double héritage génétique. Celui des plateaux éthiopiens, avec l'aplogroupe E1B1B du chromosome Y, et celui du Proche-Orient, avec les haplogroupes J et T de l'ADN mitochondrial. Alors ici, il fait référence à une étude que j'avais montrée sur ma chaîne l'année dernière, une étude récente, bien de l'année dernière. Des généticiens ont réussi à isoler de l'ADN ancien égyptien, je crois provenant de momies, et ils ont constaté que c'est la même génétique que les populations proche-orientales actuelles. Donc là, il fait sûrement référence à cette dernière étude statistique, génétique, pardon. Le reverdissement progressif de la côte permet son repeuplement depuis le delta du Nil. Plus surprenant, cette expansion se poursuit jusque dans l'Atlas, où les anciennes populations sont presque entièrement remplacées par les nouveaux arrivants. L'aplogroupe E1B1B de ces immigrants connaît par ailleurs une nouvelle mutation qui correspond au marqueur M81 et qui deviendra une signature des futurs berbères. Le reverdissement du Sahara se poursuit dans les millénaires qui suivent, ce qui permet à ces proto-berbères de s'étendre vers le sud. Dans le même temps, l'Afrique du Nord connaît une pression permanente venue d'Espagne et du Proche-Orient qui s'échelonne sur plusieurs millénaires et qui transparaît avec l'augmentation progressive des haplogroupes H et V sur l'ADN mitochondrial. Donc voilà, autant les Égyptiens anciens que les proto-berbères sont d'origine levantine. On y reviendra juste après. Vers 4000 avant Jésus-Christ, l'identité génétique des proto-berbères est déjà bien en place et ne connaîtra plus d'évolution majeure jusqu'à l'expansion de l'islam. Basiquement, elle est à 50% d'origine éthiopienne et 50% d'origine proche-orientale. Et voilà, les Amazirs sont des Arabes à l'origine. Donc, en tout cas, à 50%, mais sémites à 100%, vu que les Éthiopiens sont des sémites également. Donc, regardez, un commentaire comme ça, un commentaire intéressant. Mince, pardon. Alors, le principal souci de ce genre d'approche, c'est que c'est une approche nombriliste et occidentale. La première question doit être: comment définir un peuple? Comment les peuples se définissent entre eux? En effet, l'approche génétique découle de la conception occidentale des êtres humains. Nous, Arabes, avons une autre manière de définir l'arabité. Je ne vais pas rentrer dans les développements du pourquoi, du comment, mais pour faire simple, comme disait le cheikh Ibn Taymiyyah, est arabe celui qui parle arabe, qui a la culture des Arabes, qui porte un turban et un sabre et qui jamais ne ment. Voilà, le nombrilisme occidental ne doit pas vous amener à croire que votre manière de définir les peuples est l'unique manière de le faire. L'approche racialo-génétique n'est qu'une approche parmi tant d'autres, et les Arabes ne se définissent pas ainsi. Oui, ce qu'il dit là est vrai aussi. D'autant plus que là, donc c'est Hérodote, la chaîne Hérodote, bah, c'est le consensus, hein. Et donc là même, ils nous exposent cela, mais comme ils ont de mauvaises conceptions, ils se rendent même pas compte que c'est incroyable qu'est-ce qu'ils racontent.
Les Amazirs, c'est des Arabes, quoi. Disons les choses clairement. En tout cas, donc, selon ces dernières études génétiques, euh, les Amazirs sont moitié arabes, moitié éthiopiens. Ils sont sémites. Donc moi, voilà, je rebondis sur ce commentaire. Je dis donc excellent commentaire. Je reposte le mien ci-dessous afin, si je puis me permettre, de compléter. Alors, c'est un commentaire que je développe, que j'ai souvent rédigé de différentes manières. Là, là, je l'ai fait. Peut-être, ce n'est pas la meilleure façon. Là, cette fois-ci, ce n'est pas la meilleure façon, peut-être dont j'ai énoncé tout cet argument, toute cette argumentation. Mais je l'ai fait rapidement. Mais dans l'idée, c'est pareil. Alors. On peut donc en conclure que les Berbères sont, à la base, des Arabes. Car que sont les Levantins si ce n'est des Arabes, ou en tout cas des Sémites, tout comme les Arabes? Vous voyez, je vois large. Hein. Vous voyez, je vois large. On comprend que les historiens donnent un sens strict au terme arabe, ou plutôt confondent avec le terme bédouin, les tribus arabes du désert qui ont reçu la révélation. Le meilleur historien qui nous explique parfaitement la période antique est Pierre Rossi dans son œuvre La cité d'Isis, sous-titrée Histoire vraie des Arabes. En effet, une autre erreur commune des historiens est de faire débuter l'histoire des Arabes avec l'émergence de l'islam et son expansion, comme si que les Arabes étaient apparus dans la péninsule arabique, ou bien sont sortis de l'ombre avec l'apparition de l'islam après avoir vécu reclus pendant des millénaires. Il faut s'intéresser à l'araméen. Cette langue, qui est la langue ancestrale, était parlée dans tout le Proche et Moyen-Orient pendant l'Antiquité, ou plutôt, pour ne pas faire d'anachronisme dans les termes, dans toute la Mésopotamie, Canaan, l'Égypte et l'Arabie. L'araméen est l'ancêtre de l'arabe. Même Jésus parlait araméen et n'a jamais parlé hébreu. Preuve en est, le Talmud, autant celui de Babylone que de Jérusalem, a été posé par écrit au IIIe et IVe siècle en araméen. Mais bien sûr, il y a toutes sortes d'idées biaisées et fausses à ce sujet, tout comme sur la définition d'un arabe. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, et ils sont nombreux, la majorité des historiens en premier, cela pourrait être étrange ce que j'énonce ici, mais c'est bien la réalité historique. Il suffit de lire les bons auteurs. Et donc oui, qu'est-ce que les Levantins si ce n'est des Arabes? À l'image même du premier alphabet, l'alphabet phénicien, donc l'araméen de cette région qui aujourd'hui est le Liban. Quand on va voir l'alphabet phénicien, c'est purement un alphabet arabe, araméen, qui sont les mêmes langues. Comme le dit Pierre Rossi, l'arabe est plus proche de l'araméen que le français ne l'est du latin. Et donc oui, c'est l'origine, c'est le premier alphabet qui commence par A-B. Aleph, Ba. L'alphabet grec dérive du phénicien. Alpha, bêta. Dans l'alphabet arabe ancien araméen, donc, dans les différents dialectes araméens, le phénicien est considéré comme le premier alphabet connu, mais il y a différents alphabets araméens, tous basés sur basés sur sur les mêmes lettres. C'est juste qu'ils ne s'écrivent pas pareil. Et dans l'alphabet arabe ancien araméen, donc, K, L, M, N se suivent au milieu de l'alphabet, comme dans le latin, comme dans le français, comme dans l'anglais.
Donc, tout dérive de l'arabe. Vous voyez? Tout dérive de l'arabe ancien, l'araméen. Autant le grec, le latin, que les langues que l'on connaît aujourd'hui. Le français, l'allemand, le russe, l'anglais, etc. Vous voyez, déjà, oui, c'est comme l'explique Pierre Rossi, oui, les langues indo-européennes. Ça, c'est des linguistes allemands du XVIIIe siècle qui ont établi cela. C'est totalement faux. Ils n'avaient pas assez de données pour comprendre véritablement ce qu'il en est. Non, en fait, tout dérive de l'arabe. C'est incroyable. Et on m'a même reproché une fois de dire, oui, lui, il croit que tout est arabe. Oui, mais malheureusement, pour toi, ah si, tout est arabe, en fait. Désolé, quoi. Tout est arabe, en fait. L'alphabet, la langue, tout vient de l'arabe. Voilà. Désolé pour les islamophobes, mais c'est comme ça. Et même là, tout à l'heure, je suis tombé sur le manuscrit sur un site judaïque, juif, qui présente différents manuscrits. Le manuscrit d'un rabbin d'Irak, donc de Babylonie à l'époque, sous la période médiévale, donc c'est les Abbassides, peut-être après. Donc je sais pas, du 11e, 12e siècle, un rabbin célèbre d'Irak. Et ils disent que, en fait, il a un exemplaire du Talmud, écrit en araméen, et ils disent que sa langue, c'est le judéo-arabe. Mais ils sont pleins d'entourloupes pour tenter de valider, pour tenter de nous faire croire que cette langue hébraïque est une langue ancestrale. Donc, comme quoi il parlait le judéo-arabe. Tout comme Maïmonide. On nous dit que le Maïmonide parlait le judéo-arabe. Bah regardez, c'est dans des notes en fait. Le Talmud, l'exemplaire du Talmud qu'il a, c'est de l'araméen. Et il y a des notes de sa main, en fait. Non, plus récent, je pense. C'est ce rabbin d'Irak. 15e, 16e siècle. Vous voyez finalement comment c'est récent, quoi, en fait. Et donc, ces notes, lui, quand il écrit, vous voyez, quand il annote son Talmud, il écrit en arabe. Mais eux, ils appellent ça du judéo-arabe. Quand tu regardes, même tu zoomes, non, c'est de l'arabe. Manuscrit, on voit, c'est écrit à la main. C'est ses notes. Il écrit en arabe. Et les quelques mots qu'ils appellent du judéo, là, de l'hébreu, non, en fait, c'est juste, il reprend l'araméen du texte du Talmud qui est écrit en araméen. Il se fait comme ça une petite liste de mots, de définitions. Donc il reprend et on le voit très bien, comme les sémites écrivent de la droite à la gauche, on voit c'est une liste de définitions. Et c'est comme si vous appreniez une langue, vous faites une liste de vocabulaire. Donc au début, donc sur la droite, on voit un mot calligraphie en araméen, comme je l'ai montré. La calligraphie actuelle, là, de ce qu'ils appellent la langue hébraïque, ça c'est de l'araméen, c'est la calligraphie de l'araméen, qui se prête à l'imprimerie. Et c'est étrange, comment ça se fait que si c'est une langue ancestrale, elle n'est jamais passée par la phase manuscrite, lorsque les lettres se relient. Vous voyez, on en a déjà parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Les langues de l'Antiquité, on n'est pas encore à l'encre et au papyrus. On grave les lettres, donc elles sont en bloc. Mais à un moment, on change de technologie. L'homme change de technologie. L'homme passe à l'encre et au papier, au papyrus. Donc là, la calligraphie change. Et là, les lettres se relient entre elles. Vous voyez la chose. Mais
Comment ça se fait que ce qu'ils appellent cette langue hébraïque, qu'ils veulent faire passer pour une langue ancestrale, comment ça se fait qu'elle n'est jamais passée par ce stade de l'encre et du papyrus? Même aujourd'hui dans la presse, lorsqu'on lit la presse israélienne, en fait c'est des lettres en bloc. Jamais se relit ces lettres hébraïques. Mais parce qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette langue hébraïque est liée à l'invention de l'imprimerie, comme on en a déjà parlé. Ils ont repris ces lettres araméennes parce qu'elles se prêtent à l'imprimerie. Je ne sais pas si vous me suivez. Et les plus anciens, ce qu'ils appellent les Bibles en langue hébraïque, comme par exemple celui de Damas, quand on regarde, non, c'est pas écrit à la main ça. C'est pas écrit à la main. C'est de l'imprimerie. On a déjà développé, je remettrai toutes mes vidéos là parce que elles étaient sur ma première chaîne qui a sauté. On explique très bien tout ça. Et donc, pour conclure sur ces différents rabbins, leur langue c'est l'arabe. Eux, ils nous parlent de judéo-arabe. Non, non, c'est de l'arabe. C'est de l'arabe, tout simplement. Mais pourquoi ils écrivaient en arabe? Bah, tout simplement parce que c'était leur langue. Et pourquoi c'était leur langue? Bah, parce que ce qu'ils appellent langue hébraïque n'existait pas encore. Même vers la fin du Moyen-Âge, ça n'existe toujours pas, ce qu'ils appellent langue hébraïque. C'est incroyable. Le livre des Égarés de Maïmonide, là, on a les manuscrits. Là, on a les manuscrits, donc de la main même de Maïmonide. C'est écrit en arabe. Et bien sûr, comme ils sont pleins d'entourloupes, ils vont te dire non, c'est du judéo-arabe. Et ils peuvent pas mentir totalement. Ils peuvent pas dire non, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu, moi je vois de l'arabe. Donc non, ils vont sortir en entourloupe. C'est du judéo-arabe. Ah, c'est du judéo-arabe. Ah non, c'est de l'arabe tout simplement, quoi. Le livre des Sécarés, les manuscrits, donc de la main même de Maïmonide, il y a des feuillets. C'est écrit en arabe. La langue de Maïmonide, c'est de l'arabe. Ensuite, oui, c'est un grammairien. C'est l'un des premiers grammairiens de cette langue hébraïque qui a été mise en place petit à petit. C'est un grammairien également, Maïmonide, en plus d'être un rabbin et un philosophe. Donc, ça a commencé, on va dire, au milieu du Moyen-Âge. Ils ont commencé à vouloir se créer une langue liturgique, cette langue hébraïque, et elle a été fixée, si je puis dire, avec l'imprimerie. C'est là vraiment où ils ont créé, de toutes pièces, si je puis dire, des Bibles hébraïques. Et l'imprimerie, il faut des lettres en bloc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris de l'araméen. Ces lettres-là qu'on voit, c'est de l'araméen. C'est purement un style d'araméen. L'araméen de Canaan. Voyez, le syriaque, c'est un araméen qui s'écrit encore d'une autre manière. L'égyptien, c'est de l'araméen, qui s'écrit encore d'une autre manière. Voilà, c'est tout, quoi. Et donc, c'est aussi simple que ça, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, donc les Amazirs. Les Amazirs sont d'origine levantine. Donc les Amazirs sont d'origine arabe.